Aujourd'hui, mes 3 promesses pour vous, c'est vous allez apprendre comment vous améliorer en un temps record. Vous le savez, ça arrive souvent qu'on stagne dans notre processus créatif. Puis aujourd'hui, je vais vous donner mes meilleurs trucs, non seulement d'apprentissage, mais surtout dans l'attitude d'apprentissage. Puis vous allez voir que c'est vraiment ça qui va développer votre façon de travailler différemment puis de voir un résultat dans ce que vous créez. Ça va être la première partie aujourd'hui. On va voir aussi comment commencer les projets, les terminer. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'éparpillent, puis ça, c'est une caractéristique souvent des artistes. Ah oui, je vais faire ci, je vais faire ça. On a tellement toutes sortes d'idées, puis finalement, ben, il n'y a rien qui se concrétise parce qu'on a eu trop d'idées, puis on n'en a fait aucune. Donc, on va trouver une façon d'éviter ça, d'éviter aussi d'être trop pointilleux, puis de pas arriver à vraiment faire ce qu'on veut parfois. Et finalement, oui, quelqu'un qui me dit qu'il est débutant dans les commentaires, c'est super. Peu importe votre niveau pour demain, ça va être bien. Et bien finalement, la dernière chose qu'on va apprendre aujourd'hui, ça va être comment faire de l'art un moteur positif dans votre vie. Surtout en étant présent, on se demande quelle est l'utilité de l'art. Puis il y en a beaucoup qui disent ah l'art, ça sert à rien, mais on se rend compte que quand on est à la maison très longtemps, l'art c'est très utile, ça nous fait du bien, ça nous occupe, ça nous permet de communiquer. Donc on va avoir une petite réflexion sur ça à la fin. Alors, vous me dites, est-ce que vous êtes excité par cet atelier? Êtes-vous content? Dites-moi oui, super excité dans les commentaires. Ça va me permettre de commencer euh, avec le début de la présentation. Donc, c'est qui ça, Florence Morin? Hein? Pourquoi je devrais l'écouter? Je vais prendre un petit peu de temps pour me présenter. Je vous mets au défi, pendant que je vais le faire, je vous mets au défi de deviner c'était quoi ma première profession. C'était aussi ma première carrière quand j'ai commencé à travailler. Je vais regarder dans les commentaires, je vais vous laisser quelques secondes pour faire cette devinette-là. Quel était mon premier métier? Et pendant que vous devinez, pourquoi je me présente, en fait, c'est parce que c'est important, je pense, de faire un petit peu plus connaissance. Là, on est en ligne, on se voit pas. En fait, on se voit, mais à travers un écran. Donc, je veux vraiment prendre le temps de bâtir un peu ma relation avec vous, de vous parler de mon background pour savoir c'est qui Florence, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et ben, vous allez voir en fait que j'ai beaucoup de facettes cachées. Je vais vous en présenter quelques-unes aujourd'hui. Et on verra. Donc, il y a quelqu'un qui suppose que j'étais professeur. Oui, c'est en partie vrai, mais c'était pas ma première profession. Je laisse à d'autres personnes. Mannequin, wow, merci. Mannequin, ça serait le fun. Je vais le prendre comme un compliment. Est-ce que j'en ai d'autres qui me suggèrent autre chose? Parce que c'est quand même assez amusant comme jeu des devinettes. Il y en a qui me disent écriture. Donc, on va passer à la vérité. Qu'est-ce que j'étais au début de ma carrière? J'ai commencé ma carrière comme ingénieur mécanique. Est-ce qu'on a des ingénieurs parmi tout le monde qui est ici? Vous me le dites. Ah, j'en ai qui me proposaient agente de communication. Non. Donc, ingénieure mécanicienne, oui. Ça n'a rien à voir hein, avec les cheveux rouges, avec l'art. Et je commence avec ça justement pour vous parler du fait que peu importe votre background, peu importe qui vous êtes, l'art, c'est pour tout le monde. Tout le monde a une fibre artistique et tout le monde peut avoir envie de la développer. Moi, je l'ai faite. Pour vous parler un petit peu de ce background-là, j'ai fait un bac en génie mécanique. J'avais déjà une certaine propension disons, au côté artistique. Pendant mon bac, j'ai écrit un premier roman, là, Temps perdu pour le fun. Donc ça, c'était dans mon tiroir, tranquillement, pas vite. Et puis à un moment donné, ben, je l'ai envoyé à quelques éditeurs. Ça, c'était pendant mon bac. À la fin de mon bac en génie mécanique, j'ai commencé à travailler comme conceptrice mécanique. Et vous imaginez le désarroi, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, que c'était pas la vie que je voulais. Et ben là, tu fais 4 ans dans un domaine, tu sais pas quoi faire. Moi, j'étais bon. Peut-être que c'est juste ce poste-là. J'ai changé de poste pour un poste d'ingénieur des ventes. C'était encore pire. Donc, c'est un moment dans ma vie où ça allait pas bien du tout. J'aimais pas du tout qu'est-ce que j'étais en train de faire. Puis ça paraissait. Donc là, de soir, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Est-ce que je pourrais prendre un cours de démarrage d'entreprise? Et pendant ce temps-là, mon travail, ça continuait d'aller pas bien, à un point tel que je me suis fait renvoyer. Et oui, ben, au début, j'étais gênée de le dire. Je me suis fait renvoyer, mon Dieu. Puis par après, on se rend compte souvent que ça nous amène à vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut être, qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. C'est là que j'ai parti ma première compagnie. Je me suis dit, justement, je m'intéresse à l'entrepreneuriat. Je vais démarrer un projet d'entreprise.
Et dans quel domaine j'ai choisi de faire ça? Je l'ai fait dans les livres parce que j'écrivais mon roman. Et à ce moment-là, le timing a été parfait. J'ai reçu un oui d'une maison d'édition. Donc, je me suis dit, fantastique, je vais démarrer un projet littéraire. Alors, je me suis mis à écrire un second roman, j'ai recruté d'autres auteurs, j'ai monté une plateforme web parce que je voulais promouvoir des livres sous forme de série, un épisode à chaque semaine. C'était un super beau projet. Là, j'ai reçu une subvention qui allait m'aider pendant un an. Travail là-dessus, travail là-dessus. Là, il fallait que je me crée un site web, mais à l'époque, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, ben, je vais apprendre moi-même à coder. Par chance, avec le génie mécanique, j'avais des bases. Et là, ben, j'ai lancé mon site web. Et là, j'attendais plein d'espérance. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Hein? J'attends de voir qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé au lancement. Vous me dites ça dans les commentaires. Et je vous le dis, ben, il s'est rien passé. Ça a été un flop. Il n'y avait pas personne qui voulait acheter mes affaires. Là, je oh mon Dieu Seigneur. Donc là, c'était déjà un premier défi. Là, je me suis dit, comment je vais faire? Il faut que je trouve des solutions. Donc, moi, en mode recherche de solutions, ben, je me suis dit, OK, je vais commencer à voir des nouveaux marchés. Donc, j'ai commencé à aller dans les Comic-Con, dans les salons du livre. Puis finalement, mes livres que je voulais vendre de manière numérique, je me suis mis à les avoir en format papier. Fait que là, de fil en aiguille, ça a commencé à fonctionner. Donc, le plan de base a dû s'adapter complètement. Donc, retenez ce mot-là, adaptation. Ben là, ensuite, ça commençait à aller, mais c'était beaucoup d'efforts, c'était beaucoup de travail et j'étais loin d'avoir le revenu qu'il me fallait. J'arrivais au bout de ma subvention. C'est là que j'ai découvert l'enseignement. Donc, je me suis dit, parfait, je vais m'en aller là-dedans. Et j'ai commencé tranquillement à enseigner à temps partiel en continuant ma compagnie. Et de fil en aiguille, j'ai fini par atteindre une belle stabilité, d'avoir un côté où j'enseignais. Et ben, je vous laisse encore une fois, si vous voulez, deviner les matières d'enseignement que je faisais quand j'ai commencé ma carrière. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que vous pensez que j'enseigne maintenant. Vous allez voir que c'est assez varié. Donc, je vous laisse faire jouer encore un petit peu aux devinettes puis dire qu'est-ce que vous pensez que j'enseigne en ce moment. Et au fur et à mesure, ben, je continue ma compagnie. Et là, ben, les romans, c'était super, c'était bien. J'avais eu un oui, j'avais mon deuxième roman publié, j'avais des contrats avec d'autres maisons d'édition. Ça allait bien, mais là, je réalisais qu'il me fallait autre chose. Et là, c'est là que je suis tombée dans les arts. Je vois dessin graphique, anglais. C'est pas cité anglais, non. Non, en fait, j'enseigne les mathématiques, la programmation, la gamification et les projets. Donc, c'est très, très varié, comme vous pouvez voir. Puis ça, j'enseigne ça au cégep. Donc, c'est vraiment la job qui est idéale pour moi parce que ça me permet d'avoir ça en journée, d'avoir ma compagnie sur le côté. Et le côté pédagogique, pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie. J'aimerais savoir qui est-ce qu'on a comme enseignant? Vous me dites si vous êtes prof ou enseignant, vous me dites prof ou enseignant dans les commentaires. Je pense qu'on en a plusieurs parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui font partie du petit mouvement Ça va bien aller aussi, qui ont le bel arc-en-ciel sur leur photo de profil, puis qui semblent être là pour les gens autour d'eux. Vous me dites ça dans les commentaires, je suis curieuse de savoir. Et bon, finalement, ben, j'ai démarré cette compagnie-là artistique. De fil en aiguille, j'ai transformé mon produit des livres vers les dessins, l'illustration. Mais là, à ce moment-là, ça c'était en 2016. J'avais dessiné un petit peu quand j'étais adolescente, mais je ne savais pas dessiner. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai appris à dessiner. Puis mes premiers dessins, c'était pas terrible, mais ça s'est amélioré. Puis maintenant, ben, j'ai ma compagnie. OK? Puis je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air. Ça, c'est mes romans, par exemple. J'en ai écrit 5. C'est vraiment dans la science-fiction, Les Trois Terres, Machine et Machination, c'est un roman policier. Les autres, c'est une série jeunesse pour les jeunes filles qui est très amusante. Et je vous montre un petit peu le genre d'événement que je fais maintenant. Ça, c'est dans un Comic-Con. Donc, c'est mon grand kiosque avec mes toiles. Puis, ben, c'est ça ma compagnie maintenant. Ma compagnie, c'est principalement les œuvres d'art comme ça. Je me promène d'un événement à l'autre. Donc, je vais dans les commentaires. Quand il y en a qui sont en éducation physique, il y en a qui sont en éducation spécialisée, il y en a qui sont profs, malgré moi aussi. Malgré vous, comment ça? C'est quand même fun d'être prof. Donc, on en a plusieurs. Merci. Je suis vraiment contente de savoir qu'on a beaucoup d'enseignants parmi nous. Donc, ça fait un petit peu le tour de qui je suis. Je voulais vous le présenter parce que les grands mots de mon approche, c'est pluridisciplinarité. Très important.
Je pense pas que personne dans la vie est fait pour être une seule chose. On peut pas être juste comptable ou on peut pas être juste artiste, acrylique. Tu sais, on est des êtres humains qui sont complexes, qui ont plusieurs facettes. Puis ça, je veux vraiment le véhiculer dans mon enseignement. Question, as-tu pris des cours de dessin? J'aimerais apprendre aussi. Ça m'est arrivé de prendre des cours par-ci par-là. Moi, je suis une grande autodidacte. Je vais vous montrer un petit peu c'est quoi ma technique, justement, un peu plus tard dans la façon de s'organiser. Mais oui, c'est toujours très, très agréable de prendre des cours de dessin. C'est très important aussi quand on sent qu'on est bloqué d'aller chercher la ressource. Autre élément important de mon approche, le côté gestion de projet. À force d'être en entrepreneuriat, d'être en business, j'ai appris à m'organiser, puis ça fait que même si je fais des heures, je suis très, très, si on veut, rationnelle. Je suis capable d'avoir un plan qui fonctionne bien, puis ça va vous aider aussi aujourd'hui à vous structurer pour vos projets créatifs. Finalement, ben, mon approche est vraiment fondée sur l'apprentissage, sur aller chercher ce qu'on a besoin et sur la résolution de problèmes. Parce qu'au fur et à mesure qu'on apprend quelque chose, on avance. Mais là, on se heurte encore à un autre mur. Donc, il faut être créatif, se demander comment je vais parvenir à mes fins, aller chercher la ressource. Et ça, ce que je vous dis, c'est vraiment fonctionnel pour tous les types de projets créatifs. Hein. Ça peut arriver des fois qu'on n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, que notre projet est bloqué pour telle ou telle raison, qu'on ne trouve pas l'inspiration, qu'on n'arrive pas à bien utiliser un outil, qu'il y a un matériau qu'on ne peut pas avoir. Donc, peu importe le type de projet créatif, vous pouvez toujours avoir une approche où vous allez faire la résolution de problème. Voilà. Je regarde dans les commentaires. J'étais enseignante en cinéma. On a d'autres enseignants aussi. J'ai quelqu'un qui dit Comic-Con avec un cœur. Donc, je vois qu'on a plusieurs geeks parmi nous. Moi, je suis très geek, je vous l'avoue. J'adore tout ce qui est super-héros, Star Wars, science-fiction. Je m'en cache pas. Alors, commençons la première partie de l'atelier. Et ça, c'est une très grosse slide. OK? C'est les commandements de l'artiste. Et ça va répondre à la question comment est-ce que vous pouvez apprendre à apprendre efficacement. Ceux qui veulent prendre des notes, sortez votre petit crayon parce que j'ai beaucoup de choses à dire. J'aurais peut-être dû faire 10 slides là-dessus, mais j'en ai fait juste une qui regroupe les commandements. Je vais vous dire ce qui est important derrière tout ça. Donc, les commandements de l'artiste, je les ai regroupés de cette forme-là parce que je pense que c'est une excellente façon de voir l'attitude qu'il faut prendre pour parvenir à faire un bon apprentissage créatif. Ça va être vraiment, l'apprentissage, ça se fait d'un côté, oui, l'attitude, de l'autre côté, après ça, l'organisation. Fait que pour commencer, quelle est cette attitude-là? Alors, n'attends pas l'inspiration, crée-la. J'aimerais que ceux qui sont coupables de manquer d'inspiration l'écrivent dans les commentaires. Vous m'écrivez inspiration si vous vous sentez affecté par ce commandement-là. Je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui disent « Ah, je trouve plus l'inspiration, j'ai plus d'idées, je refais toujours la même chose. C'est normal, hein? On est dans la vie, là, quand on ne mélange pas les choses, ça reste dans le même bouillon. Okay? Donc, il faut un apport créatif. Je vais vous parler de 2 principes pour briser ce problème-là. Donc, j'en ai quelques-uns qui me disent inspiration, inspiration. Oui, je pense que c'est un problème global. Les 2 principes que j'utilise, moi, pour justement sortir de ce problème-là et prendre l'inspiration, en prendre possession, le premier, c'est le principe d'alimentation. Vous le connaissez sûrement, le dicton, là, on est ce que l'on mange. Ben, c'est la même chose pour les arts. Si vous consommez de l'art, okay, vous en mettez dans votre tête, vous en mettez dans votre âme, après ça, vous devenez art. Okay? Donc, c'est très important de commencer une boucle où on consomme de l'art parce que inconsciemment, ça va nous rentrer dans la tête. Qu'est-ce que je dis par consommer de l'art? Ben, ça peut être aller au musée, oui. Ça peut être simplement aller sur Instagram. Moi, je suis beaucoup sur Instagram parce que je trouve qu'ils ont une très bonne façon de nous présenter le type d'image qu'on veut. Donc, moi, je me suis fait des posts que je save. Puis chaque fois que je vois quelque chose de beau qui va me chercher, je le save. Fait qu'à force d'en voir, ben, moi, j'ai toujours des belles images qui reviennent en tête qui sont des choses que tu as vues. Puis là, tu en vois 1, 2, 3, 4, 1000. T'en vois tellement à un moment donné que tu es capable de faire une espèce de database okay, dans ton cerveau. Puis après ça, ça stimule ton inspiration parce que tu sais les autres choses qui existent. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je peux vraiment vous suggérer, allez sur Instagram, allez sur Pinterest, faites-vous des petits tableaux avec des éléments qui vous intéressent. Ça va vraiment créer de l'alimentation.
Le deuxième principe, c'est le principe d'activation. Et ça, je suis sûre que tous les enseignants vont me comprendre. Alors, il faut s'exercer, OK? C'est comme pour le sport. Quand tu commences à bouger, au début, c'est tough, mais plus tu bouges, plus ça devient facile. C'est la même chose avec les arts. Il faut s'exercer et il faut se forcer à le faire au début, même quand on sent qu'on n'a pas l'inspiration, parce que ça vient, comme l'appétit vient en mangeant. Et moi, j'ai plein de dictons qui sont un petit peu reliés à l'alimentation puis au fitness, parce que c'est une autre de mes passions, là, le fitness. C'est quelque chose que je fais aussi pour le plaisir à côté. Donc, activer, c'est super, super important. Comment est-ce que vous allez activer? Ben, vous allez simplement vous assurer de faire de l'art. Et à ce moment-là, je ne vous demande pas de faire du bon art. Je vous demande juste d'en faire. Donc, c'est vraiment la première étape de se dire, OK, ben, j'en fais. Après ça, parlons un petit peu pédagogie et parlons un peu théorie des apprentissages. Qu'est-ce qui fait qu'on va apprendre bien? Et ben, il y a plusieurs facteurs. La première chose, oui, c'est la répétition. Donc, le plus souvent que vous allez faire quelque chose, le meilleur que vous allez devenir. C'est pas compliqué. C'est la même chose pour les maths, c'est la même chose pour l'éducation physique, c'est la même chose pour les arts, c'est la même chose pour le français. Il faut se pratiquer, il faut en faire. Donc, le principe de répétition est très important. Ensuite, il y a un autre principe qui c'est le principe d'espacement. Il y en a qui vont parfois faire de l'art 3 heures une journée, puis ils n'en feront pas après pendant 6 mois. OK? Dites-moi dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé. Là, vous vous faites une grosse fin de semaine super créative, puis là, on n'en entend plus parler pendant la moitié de l'année. Dites-moi longue pause dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé d'arrêter l'art pendant super longtemps, pendant comme 6 mois. Vous me dites longue pause dans les commentaires. Je veux voir qui est dans cette situation-là. Bien évidemment, vous comprenez, c'est pas bon de faire ça. Vaut mieux faire un petit 15 minutes à chaque 3-4 jours, puis en faire un peu tout le temps, parce que votre cerveau reste en mode artistique ou reste en mode création. Donc, ça va vous permettre d'avoir une activation qui est de plus en plus rapide. Donc oui, j'en vois quelques-uns qui me disent c'est déjà arrivé, ça arrive tout le temps. C'est vrai, c'est vraiment un problème. Oui. Donc, comment faire face à ça? On se fait un horaire, on essaie d'en faire un petit peu plus souvent. Et bien, comme tout apprentissage, vous allez voir que probablement quand on commence à faire une œuvre, il y a toujours un 3, 4, 5 minutes, là, c'est rough, tes lignes sont tout croches, ça va pas. Il faut se réchauffer. Qui se réchauffe avant de commencer à faire de l'art? Écrivez-moi réchauffement dans le chat si vous vous réchauffez. Tout artiste devrait se réchauffer. C'est comme on démarre notre cerveau. Ça arrive quand ça fait quelques jours ou quelques semaines qu'on n'a pas fait d'art, qu'on est rouillé, okay? Comme dans n'importe quoi. À ce moment-là, il faut reprendre un petit peu de la base et de faire une entrée progressive comme ça, ben, ça permet à ton cerveau de refaire ses connexions, de se rappeler un petit peu ses réflexes puis ses gestes. Et puis à ce moment-là, après ça, le deuxième essai, là, ou après les premières 5-10 minutes, ben, ça commence à mieux aller. Donc oui, je vois qu'il y en a qui ont des longues pauses. Parfait, super. Donc ça, c'est vraiment important de se réchauffer, prendre un petit peu de temps pour se remettre dans le bain. Ça, c'est le premier. C'est vraiment la première chose importante à dire sur les commandements de l'artiste. Donc, la dernière chose, c'est en fait aussi que la créativité, ça se stimule. C'est quelque chose qui s'apprend. Il ne faut pas penser qu'on est sans créativité puis qu'on n'est pas créatif. Il y a plein de techniques de brainstorming. Il y a plein de techniques aussi pour mélanger des choses qui existent avec d'autres puis créer de la nouveauté. Si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir plus sur les techniques de brainstorming, vous me laisserez savoir à la fin. Donc, il faut vraiment sortir du mode passif. Il ne faut pas attendre l'idée du siècle pour commencer à créer. Donc, deuxième commandement, n'attends pas le temps, crée-le. Je vais vous raconter une petite histoire pour commencer. Une petite histoire qui est presque triste en fait. C'est l'histoire de ma tante. Ma tante, elle était sœur. Donc, elle a travaillé dans toutes sortes de pays et elle a eu une vie très, très active où elle s'est dédiée aux autres. Et elle avait une passion, c'était le crochet. Elle adorait faire du crochet. Et malheureusement, avec son travail, elle voyageait tout le temps, était très occupée, puis elle ne pouvait pas traîner de l'équipement avec elle. Donc, pendant qu'elle a vécu sa carrière dévouée, elle gardait une petite boîte avec son kit de crochet. Elle se disait, quand je vais être à la retraite, je vais me mettre au crochet. Puis elle s'est dit ça toute sa vie, pendant toutes ses missions. Puis quand enfin elle a terminé sa carrière de sœur qui est tombée à la retraite, elle a voulu se mettre au crochet. Bien, entre-temps, elle avait développé beaucoup d'arthrite, puis ses mains lui faisaient mal. Et finalement,
elle n'a jamais pu vraiment faire. Puis quand on m'a raconté cette histoire-là, j'ai trouvé que c'était tellement une histoire touchante parce qu'on réalise à quel point, des fois, on se dit, ah, oh, plus tard, je vais le faire plus tard, je vais le faire plus tard. Mais le plus tard, il n'y arrivera pas. C'est maintenant qu'il faut le faire. Si tu as une passion maintenant, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et ça, c'est la morale du temps. Le temps s'écoule, le temps ne revient pas. Chaque seconde passe seulement qu'une fois. Je pense qu'on en est tous conscients. Dites-moi dans les commentaires qui a l'impression de manquer de temps. Dites-moi manquer de temps dans les commentaires si vous avez l'impression que vous manquez parfois de temps, que ce soit à cause de la famille, du travail, de la vie qui va trop vite. Écrivez-moi temps dans les commentaires. Le temps, c'est vraiment une ressource qui ne nous appartient pas. Donc, quand il est là, qu'on voit qu'il est là, il faut le prendre. C'est précieux. Je vois qu'il y en a, oui, manquer de temps, j'en ai quelques-uns qui me le disent. Oui, je pense que c'est très commun de nos jours. Donc, avec le temps, la chose que j'ai à vous dire, c'est que personne d'autre que vous-même ne va vous donner du temps. Et qu'est-ce qui va faire que vous vous donnez du temps? C'est que vous preniez un petit moment pour vous demander, mais qu'est-ce qui est réellement important pour moi? Et si l'art, c'est quelque chose d'important, eh bien, il faut le mettre dans votre horaire. C'est juste, c'est pas conciliable, il faut le mettre, tout simplement. C'est la même chose pour toutes vos autres valeurs. En prenez le temps de vous demander, c'est quoi mes valeurs? Qu'est-ce qui compte? Est-ce que c'est la famille ou est-ce que c'est le travail? Ou ça se peut que ce soit le travail qui soit vraiment, vraiment important. Peut-être que vous avez une carrière qui vous permet vraiment de vous épanouir. Est-ce que l'art, c'est important? Est-ce que la santé, c'est important? Puis, faites l'exercice de remettre en ordre vos valeurs, puis vous allez vous rendre compte que des fois, notre valeur la plus importante, on ne lui accorde pas assez de temps. Et à ce moment-là, il faut changer nos habitudes. Donc, c'est très important de réaliser qu'est-ce qui compte pour nous. Et si l'art, ça compte pour vous, prenez le temps. Donnez-vous la permission de prendre ce temps-là. Donc, ça, c'est pour notre deuxième point. Ça me permet de regarder tous les commentaires. Manquer de temps, oui. Quand il n'y a pas de pandémie, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus de temps que d'autres cette semaine. C'est assez intéressant de voir ça. Il y en a qui ont perdu leur emploi, donc ils ont toute la journée. Malheureusement, ils sont stressés. Il y en a d'autres qui n'ont pas perdu leur emploi, puis que leur emploi s'est complexifié parce qu'ils doivent le faire à distance, puis eux, ils manquent de temps. C'est assez incroyable ce qu'on vit là. Troisième point, troisième commandement de l'artiste, c'est n'essaie pas d'être parfait. Lance-toi. D'accord? Et ça, c'est tellement important. Écrivez-moi perfection, les perfectionnistes. Je suis la première à en avoir été affectée et j'ai appris à m'en défaire. Donc, ce n'est pas une maladie incurable, je vous le dis. Écrivez-moi perfectionnisme dans les commentaires, ceux qui sentent que ça les affecte réellement. Le perfectionnisme, qu'est-ce que c'est? C'est quand on est paralysé parce qu'on a peur de faire des erreurs, parce qu'on a peur que ça soit pas beau du premier coup, puis ça nous empêche d'aller plus loin. Okay? C'est très important de prendre conscience que faire des erreurs, c'est formateur. Les professeurs, on le sait, on apprend dans l'erreur. Okay? Donc ça, l'erreur égale croissance. Erreur dans le sens que tu essaies quelque chose, ça ne marche pas, ben tu viens de comprendre que ça ne marche pas. Tu adaptes ta stratégie, tu réessayes, ça ne marche encore pas. Tu viens encore de comprendre, tu réessayes, puis là, hop, ça commence à ressembler à quelque chose. Là, tu es en croissance. Là, tu es en train de le faire. Si tu te donnes droit à l'erreur, tu te donnes droit à croître. Et tu te donnes droit à la croissance. Donc, ça, c'est un très beau cadeau que tu peux te faire comme perfectionniste. On en a beaucoup dans le chat, je vois ça. C'est un très beau cadeau. Si tu te donnes droit de faire des erreurs, tu te donnes droit de t'améliorer. Et évidemment, si tu restes dans ta zone de confort, il n'y en a pas d'amélioration. Dans notre zone de confort, on refait toujours la même chose. Mais c'est pas très bien ça, parce que vous n'allez pas aller plus loin. Puis à un moment donné, vous allez être tanné de faire tout le temps la même chose. Le meilleur remède que j'ai trouvé contre le perfectionnisme, c'est d'être très clair dans mon organisation du temps. J'ai des temps d'expérimentation et j'ai des temps de production. Donc, dans un temps d'expérimentation, c'est un moment qui est fait pour juste essayer des affaires, puis qui soit lettre, puis j'ai montré jamais à personne, OK? Puis c'est ça le but. Tu fais juste essayer. Puis c'est vraiment important de prendre le temps de faire ça parce que c'est ça les fondations qui fait qu'après ça, tu es capable de faire ta production. Ton temps d'expérimentation, il est fait pour tester.
pour voir si oui ou non, pour t'adapter, puis corriger. Puis là, quand tu es rendu à ton temps de production, tu as de l'expérience derrière toi, là. Tu as déjà fait plein d'erreurs, tu sais déjà qu'est-ce qui fonctionne pas, fait que quand tu vas le refaire, ça va être bon. Fait que tu vas voir que pendant ton temps de production, non seulement tu vas être super efficace, tu vas aller droit au but, mais là, tu vas te sentir performant, tu vas te sentir efficace, et là, ça devient très satisfaisant. Donc, tu te crées des espaces qui sont sans danger d'expérimentation, où tu peux faire vraiment n'importe quoi, puis tu ne seras pas jugé, il n'y aura pas de problème. Puis après ça, quand tu passes à la production, tu passes en performance et c'est très agréable. Il faut alterner les deux pour être capable de le faire. Perfectionniste derrière moi dans les commentaires, mais j'ai le goût de lâcher mon fou des fois, oui. Donc ça, pour ce côté-là d'expérimentation, lâchez votre fou. Mettez-vous pas de balise, il faut juste essayer, il faut se lancer. Vous voyez un petit peu l'image là, du petit oiseau au bord du nid là, que la maman pousse pour qu'elle vole, ou bien encore le canard au bord de la mort qui a un petit peu peur de se lancer. C'est exactement ça, de lâcher le perfectionnisme. Il faut se lancer, puis là, tu vas te rendre compte que quand tu es en chute libre, tu vas trouver un moyen de voler, t'inquiète pas. Tes ailes, ils vont sortir, OK? Ça, c'est super important. J'aimerais ça parler un petit peu de la peur du jugement, parce que les artistes vivent énormément cette peur-là. Parce qu'à un moment donné, il faut sortir tes œuvres, les présenter au reste du monde, et là, tu te rends compte que les gens vont dire « Ah, c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon », puis là, tu as peur de montrer qu'est-ce que tu fais, parce que c'est toi, c'est tellement personnel, je le sais. Et il y a deux choses à dire. La première chose, c'est qu'il y a un espace pour l'expérimentation, puis c'est pas toujours la place publique. Okay? C'est pas toujours bon de mettre tes expérimentations sur la place publique. Parce qu'il y a des expérimentations, disons-le, qui vont être lettres. Okay? Ils sont pas faites pour être montrées, ils sont faites pour toi. Et ça, c'est des choses que tu gardes pour toi. Tu n'as pas besoin de les montrer. Puis après ça, c'est seulement quand tu arrives dans ta production que là, tu l'offres au public et que le public peut le regarder. Bon, déjà, ça va éliminer une grande partie du problème, la peur du jugement. Après ça, ben, ça se peut que les gens jugent, puis ça, je vous en reparlerai un petit peu plus tard au prochain point. Comment dealer avec la critique. La deuxième chose, c'est le jugement de soi. On est très sévère avec nous-mêmes. On est souvent très critique. Des fois, on déteste ce qu'on fait. Je me rappelle plus c'est le post de qui que je voyais dans le groupe. J'ai tendance à jeter mes dessins qu'elle disait parce que je les trouve laids. Je comprends que quelqu'un dise ça, parce que c'est vrai que des fois, tu regardes, oh, j'ai encore raté, puis là, tu le jettes par frustration. Ce que je vous dis, là, c'est mettez votre jugement on hold. OK? Laissez le soin aux autres de vous juger. Vous jugez et vous en vouloir, ça ne va pas vous aider. C'est vraiment important d'adopter pour vous une attitude de bon parent. Okay? Le bon parent artistique pour vous va vous encourager, va vous dire « Ah, tu t'es amélioré », va te dire « Continue, lâche pas, fais-en un autre ». Il va te dire « Oublie pas, il faut que tu fasses des heures à chaque 2-3 jours ». Puis ce bon parent-là va être réconfortant. Puis quand tu fais de l'art, si tu passes ton temps à détester ce que tu fais, c'est quoi les sentiments que tu mets en toi? Ben, c'est des sentiments de mépris, d'inconfort, de désagrément. Tu veux pas avoir ça en toi quand tu fais de l'art. Tu veux avoir un sentiment de libération, un sentiment de réconfort, un sentiment de découverte. Donc, arrête le jugement de toi, sois un bon parent pour toi, puis permets-toi, pendant que tu es en train de faire de l'art, de vivre une expérience qui est bonne, qui est agréable. Vous me dites si ça résonne avec vous là, dans les commentaires de s'aimer soi-même. En fait, l'art, puis accepter de le faire sans jugement, c'est s'aimer soi-même. Dites-moi pour qui ça résonne avec vous de vous aimer vous-même. Vous me dites ça dans les commentaires. Je vais passer d'ailleurs au prochain point, qui est l'humilité. Ça vient quand même un petit peu avec la perfection aussi, parce qu'on ne naît pas avec un talent. Il y a quelques personnes, oui, qui sont un peu plus talentueuses en naissance, sont chanceuses, mais c'est très, très rare. La plupart des gens, ils ont travaillé leur talent. Il y a des gens que leurs parents les ont inscrits à des cours d'art quand ils avaient 4 ans, 5 ans, jusqu'à 18 ans. Bien, ces gens-là sont chanceux parce qu'à 18 ans, ils ont l'air d'avoir l'art inné. Mais en fait, c'est parce que ça fait 18 ans qu'ils pratiquent, là. Fait que la plupart du temps, quelqu'un qui est super bon en art, c'est qu'il a pris le temps de développer son talent. OK? Et c'est là que je parle un petit peu de patience et d'humilité. On n'est pas avec l'art, on l'a développé. Et c'est pas non plus toujours proportionnel au temps qu'on met. Il faut mettre un temps
intelligent. Vous avez sûrement déjà vécu ça, d'avoir essayé quelque chose, puis vous essayez, puis ça ne marche pas. Et vous voyez que des fois, le résultat n'est pas proportionnel à l'effort. C'est proportionnel à l'effort et la stratégie. Il faut que tu mettes des efforts dans le bon sens, dans la bonne stratégie qui va te permettre d'avoir des résultats. Fait qu'il faut travailler fort, oui, mais il faut aussi travailler intelligemment. Et ça demande de la patience, mais ça demande de l'humilité pour faire les bons choix. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur ça? Ah oui, la critique. L'humilité, la patience, on le sait, ça prend du temps à se développer. Et l'humilité, c'est qu'à un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix de montrer ce que vous faites à d'autres personnes. Et c'est là que la critique entre en jeu. Il y a des gens qui vont critiquer ce que vous voulez faire, ce que vous avez fait, puis ça va vous blesser. Je me rappelle une fois en particulier, là, quand j'étais jeune, ça n'a pas rapport avec les arts, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu la dimension qu'on a par rapport à nos attentes. J'avais un copain à ce moment-là, je m'étais toute mis belle, j'avais une super belle petite robe à fleurs, je me sentais donc cute. Puis là, je vois mon copain, puis qu'est-ce qu'il me dit? Il dit « Ouais, c'est vraiment pas terrible ce que tu portes aujourd'hui. » Bang! Claque d'en face, OK? Moi, je pensais que j'étais belle puis cute, je me fais dire « C'est laid ce que tu portes. » Fait que là, j'étais partie en pleurant. C'est la même chose pour les arts. Vous vous développez par chez vous, vous vous améliorez, vous vous mettez beau, vous arrivez à faire quelque chose dont vous êtes fier. C'est votre cœur que vous avez mis là-dedans, puis vous le montrez à quelqu'un à l'extérieur, puis il vous dit « c'est laid ». OK? Évidemment que ça fait mal, évidemment c'est une claque d'en face. Peut-être qu'il a raison, peut-être qu'il n'a pas raison. Mais il faut apprendre à gérer la critique, puis à voir que ce n'est pas quelque chose de définitif, ce n'est pas un rejet de vous, c'est vraiment un feedback de l'extérieur. Si une personne vous dit ça, bon. Si 40 personnes vous disent ça, peut-être qu'il faut s'améliorer encore. Il faut le voir comme un feedback. Il faut l'intégrer dans notre boucle d'apprentissage et surtout, il ne faut pas le prendre personnel. Je vous le dis, comment pas le prendre personnel, c'est pas évident. C'est un apprentissage qu'il faut faire ça aussi. Comme auteur, je vous donne l'exemple. Moi, quand j'ai envoyé mon premier roman, Machine et machination, c'est un roman policier, je l'ai envoyé à un paquet de maisons d'édition. Okay? J'aimerais ça que vous disiez dans les commentaires, vous pensez que j'ai envoyé mon roman à combien de maisons d'édition? Okay? Vous allez pouvoir découvrir le nombre pendant que je bois une petite gorgée d'eau. Donc, mon roman, je l'ai envoyé à 30 maisons d'édition avant d'avoir un oui, OK? Donc, ça fait 29 fois que tu te fais dire non, puis tu as un oui, OK? C'est comme ça pour tous les créateurs. On se fait dire non tellement souvent. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus, oui, mais c'est qu'on se le fait dire tellement souvent non. Il faut apprendre à dealer avec ça. Même chose quand je vais dans des salons du livre ou dans des Comic-Con. Tu présentes ton livre à quelqu'un qui le regarde, qui le touche, puis fait comme « Merci, mais je vais passer. » Ça arrive. Il y en a d'autres qui vont dire « Oui, je le veux. » Il y en a d'autres dans les Comic-Con qui vont regarder tes affaires pendant une demi-heure. Là, ils tournent toutes tes pages. « Ah, c'est beau ce que vous faites. » Puis là, après ça, c'est comme « Je vais y penser. » Puis ils s'en vont, puis ils reviennent pas. Fait que si tous ces noms-là, on se met à les prendre personnels, ça nous détruit de l'intérieur. Et je vous dirais que la solution pour faire face à ça, c'est qu'il faut se reconcentrer sur notre connexion qu'on vit comme artiste. C'est ça qui nous nourrit. Puis, à un moment donné, vous allez créer une boucle où vous êtes assez bon, puis ce que vous présentez à l'extérieur, ça ramène plus de feedback positif que négatif, puis ça commence à devenir de plus en plus agréable. Donc, c'est une façon de dealer avec le jugement. Bon, j'en ai qui me disent 12 maisons, 4 maisons, 59. 59, ça aurait été vraiment beaucoup. 30, c'était pas mal déjà. Bon, une autre chose sur l'humilité et la patience, je voulais parler rapidement de l'admiration versus la jalousie. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis jaloux d'un artiste qui est meilleur qu'eux? Dites jalousie dans les commentaires, soyez pas gênés. Je ne sais pas si j'ai déjà été de même pour les arts, mais je sais que j'ai déjà été de même en sport, en tout cas. Puis je regarde quelqu'un, je suis comme, Caroline qui est bon, comment il fait pour être bon de même? Puis là, je suis comme un peu aigrie puis fâchée. Puis tout ce temps-là que tu passes pas content, grincheux là, dans tes pensées, tu n'es pas en train d'apprendre puis de te développer. Pour beaucoup, si vous êtes capable de transformer la jalousie en motivation ou en admiration, ça vous permet de laisser tomber les barrières, d'arrêter de voir tout comme si c'était une compétition
et de vous dire, OK, qu'est-ce que je peux tirer comme apprentissage de cette personne-là? Vous pouvez regarder, faire wow, elle a vraiment bien réussi ça, elle a vraiment bien réussi ça. Et ça vous aide à l'intégrer. C'est vraiment une façon aussi plus positive de voir l'art, puis d'apaiser les mauvais sentiments, parce que tout ce qui bouillonne en nous, c'est pas toujours bon. Soit dit en passant, c'est quand même bien parfois d'avoir un petit côté compétitif, là, ou un petit côté tout drive là, qui vous amène à vous dépasser, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de négatif. Je vois dans les commentaires, j'en suis à 4 recueils de poésie réelle, mais pour mon propre plaisir. Et certaines personnes de notre entourage, c'est ça, il faut garder le plaisir, tout à fait. Pauline, mais au final, ce sont des modèles, exactement. Donc, si on est capable d'avoir des modèles artistiques qui nous inspirent, ben, ça nous aide à nous dépasser et peut-être qu'un jour, on deviendra le modèle de quelqu'un d'autre aussi. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Après ça, autre chose aussi, l'humilité, c'est par rapport, parfois, à notre acceptation de dire « je sais pas tout et j'ai besoin d'aide ». Qui c'est qui est têtu? Vous m'écrivez têtu dans les commentaires. Moi aussi, je suis têtue. Et surtout, ben, ma génération de filles, là, on est très indépendantes. Nos mères nous ont indiqué à être, à tout faire nous-mêmes. Fait que des fois, là, moi, par défaut, quelqu'un me dit « Ah, tiens, as-tu besoin d'aide? » Je vais faire, je suis comme « Non, je suis capable de tout ça. » Ça, c'est une mauvaise caractéristique que beaucoup d'entre nous ont. Mais des fois, il faut apprendre à se dire « OK, j'ai besoin d'aide. Qui peut m'aider? » Et ça, c'est pas facile de faire le pas parce qu'il faut mettre de côté notre côté têtu. Et finalement, quand tu acceptes l'aide, tu acceptes le mentorat, là, tu t'ouvres, là, tu te dépasses. Et ça, c'est vraiment une attitude qui te permet d'aller plus loin. Tu fais, bon, OK, je ne sais pas comment faire, mais cette personne, elle sait comment faire, puis elle va me montrer. Puis ça aide. OK? Orgueil, ouais, je suis comme ça. Challenge, je vais faire mieux. Ouais. Donc, je vois qu'il y en a qui sont effectivement touchés par ça. Bon, dernier point, ouvre-toi au monde. En fait, comme artiste, on est un petit peu le véhicule de la paix, le véhicule de la beauté. Donc, c'est important de s'ouvrir puis de ne pas rester enfermé parce que l'art, c'est fait pour être communié. Puis on fait ça en groupe. Oui, tu as une partie qui est personnelle, qui est toute seule, mais tu as une partie qui va aller aussi avec le reste du monde. OK? Donc, ça fait le tour. Ça, c'était vraiment, en fait, notre première partie sur l'apprentissage. J'espère que ça change votre perception de l'apprentissage et de l'attitude. Si vous trouvez que ça vous a donné des bons trucs pour votre attitude, écrivez-moi le mot attitude dans le chat. Je suis vraiment curieuse de savoir si vous allez être capable de changer quelques-uns des points à partir de ces commandements-là. Qui va adopter les commandements prochainement? Donc ça vous aide vraiment au niveau de votre attitude. Maintenant, je vais passer en fait à la deuxième partie qui est, une fois qu'on a une bonne attitude d'apprentissage, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour parvenir à nos fins puis avoir un projet qui va quelque part? Et c'est là qu'on s'organise, en fait. Et là, ce que je vais suivre ici, ça suit vraiment, en fait, la structure du cahier du créatif. Je vais juste vous le montrer une petite seconde rapidement. Vous l'avez pas mal tout téléchargé, je pense. Mais si vous voulez télécharger, ben, ça va vous aider, en fait, à vous poser les bonnes questions dans le bon ordre pour vous structurer. Vous allez être capable de voir ça là, juste après. Si je reviens à ma présentation. Voilà. Donc, ici, maintenant, on embarque vraiment dans ce qui est la structure. Et je vous donne des grandes guides, en fait, parce qu'il y en a qui sont trop éparpillés. Et d'avoir une structure, c'est ça qui va vous permettre d'arriver dans un temps respectable à une fin. Et ça, c'est mon côté, je vous dirais, entrepreneur, gestion de projet qui m'a vraiment permis d'organiser mes étapes de cette façon-là. Donc, la première chose, ben, choisissez un sujet. Je sais qu'on a vraiment des gens là, de tout horizon ici. C'est le fun parce que justement, vous allez pouvoir vous inspirer d'autres médiums. Puis des fois, on peut faire des mix. Des fois aussi, tu vas transposer une idée dans un autre médium qui n'a rien à voir. Puis ça crée de la créativité. Quand on choisit un sujet moi, j'aime ça apprendre par projet. Donc, plutôt que me dire je veux devenir bonne en dessin, okay, c'est bien trop général. Si je me dis, bon là, je vous montre des petites fleurs, je veux devenir bonne en aquarelle, ben, je me fais un projet très précis. Alors, je vais faire une série de fleurs aquarelles. Okay? Ça, c'est un exemple. J'essaie vraiment d'être très, très précise. Dans votre définition du but, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la technique SMART. Okay? Un but, en fait, ça a plusieurs caractéristiques. Ça doit être spécifique, ça doit être mesurable.
Enfin, je ne me rappelle pas toutes les autres lettres, mais il faut que ça soit très précis. Donc, la spécificité, c'est qu'il faut que ça soit bien écrit. Il faut que vous soyez capable de mesurer si oui ou non c'est atteint. Il faut qu'il soit limité dans le temps. Donc, je veux devenir bon en dessin quand ça. Okay? Donc, avant telle date, je veux avoir fait telle chose. Et il faut aussi que votre but soit réaliste. C'est-à-dire que des fois, on se met une espèce de but, style conquête de la planète au complet. OK? Ça ne marche pas. Ceux qui ont beaucoup, beaucoup d'ambition, dites-le moi dans les commentaires, ambition. Ceux qui font toujours des trop gros projets, puis finalement qui n'arrivent pas. Moi, ce que je vous dis, c'est prenez un petit projet, OK? Un petit projet que vous pouvez réussir. Faites-vous des petites étapes qui vont vous mener à la réussite. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose dans choisir son sujet. Quand vous allez avoir votre cahier du créatif, vous allez brainstormer sur différentes idées de projets que vous pourriez faire. Donc, pensez à quelques projets qui, concrètement, vous permettraient d'atteindre votre objectif. Je vois que j'ai quelques ambitieux, ça, c'est super. Parfait. Deuxième étape, se former. Et là, c'est ça qu'on a dit tantôt. Dès qu'on a une meilleure attitude avec notre apprentissage, on commence à être capable à se former. La première chose, c'est qu'il faut être très réaliste par rapport à soi-même. Qu'est-ce que je sais, puis qu'est-ce que je ne sais pas, puis à quel endroit est-ce que j'ai besoin d'aide. Il faut faire la liste, il faut se dire, regarde ça, là, j'ai vraiment une lacune ici, comment je vais chercher ça? Puis plus vous êtes précis, plus vous êtes capable de trouver la bonne personne pour vous aider, ou le bon cours, ou le bon outil. Il faut vraiment, vraiment être très clair par rapport à ça. Il faut être capable d'admettre qu'on a besoin d'aide. À quel endroit on va chercher l'information? Parfois, ça prend du temps aussi pour le trouver. Je vois qu'on a vraiment beaucoup d'ambitieux. Super. Donc, je reviens où chercher l'information. Et c'est là que je vous suggère un outil que j'aime beaucoup. Avec le lien que vous avez ici, en fait, j'aimerais ça vous présenter Skillshare, qui est une très bonne plateforme, en fait, pour apprendre. Moi, j'apprends dessus, mais je suis aussi professeur sur cette plateforme-là. Et bien, ce lien-là, si vous voulez, il est également dans la description du cours là, sur Facebook. Si vous y allez ici, oups, c'est pas ce que je voulais faire. Si vous visitez là, ce lien-là, ben, ça va vous amener sur Skillshare ici. Oups. Et en fait, je vous donne un lien qui vous permet d'en bénéficier pendant 2 mois gratuitement. C'est une plateforme qui est normalement payante. En utilisant le lien, vous allez être capable de vous joindre à la plateforme. Ils vont vous demander votre carte de crédit, mais n'ayez pas peur, ils ne vont pas vous débiter avant la fin. Et comment ça fonctionne aussi, c'est que si vous joignez, moi, ça me donne une petite commission. Même si vous décidez de vous désinscrire. Fait que pour vous, c'est vraiment un avantage d'avoir 2 mois pour essayer tous les cours dont vous avez besoin gratuitement. Moi, ça me fait une petite commission. Si vous décidez que vous aimez ça, vous continuez, tant mieux, vous avez accès à toutes sortes de ressources. Sinon, ben c'est pas plus grave que ça. Puis pourquoi j'aime cette plateforme-là, c'est parce que c'est tout en vidéo. Puis en fait, chaque leçon est vraiment divisée en petits morceaux faciles à intégrer de 2-3 minutes. Fait que c'est vraiment une belle plateforme que je vous invite à essayer par la suite. Pour tous ceux qui sont dans les arts visuels, vous allez voir énormément d'exemples là-dessus. Un petit peu aussi dans le montage vidéo, dans la photographie, puis dans l'écriture. Fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses sur cette plateforme-là. Donc ça, c'était pour se former. Mon défi, tout réaliser moi-même, peut-être même l'impression. Oui, des fois, il y a beaucoup de choses qu'on veut faire soi-même. Impression, ben, il faut être bien équipé, disons. Ça m'amène d'ailleurs à parler du prochain point qui est s'équiper. Si je reviens à ma présentation, s'équiper, ben, effectivement, tout projet créatif demande certains équipements, certains projets plus ou moins. Si vous faites juste du dessin au plomb, c'est probablement ce qu'il y a de moins dispendieux. Ça, c'est super. Moi, personnellement, j'adore le dessin numérique, donc je me suis équipée avec du gros équipement relativement dispendieux, notamment un iPad, l'ordinateur, la tablette, mais ça, c'est mon trip parce que j'aime le côté numérique. Quand vous créez, vous avez besoin de vous faire une liste de quoi j'ai besoin, ça, qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce que j'achète, puis si vous aimez l'art, ben OK, vous vous achetez des trucs, vous vous gâtez. Si, par contre, vous réalisez que vous êtes un peu sur un budget, mais vous pouvez toujours faire des choix qui sont un petit peu plus réalistes au point de vue du budget. Le nom encore de cette plateforme, ça s'appelle Skillshare Réal et tu vas pouvoir le voir dans les commentaires sur le côté de l'atelier, tu vas pouvoir avoir le lien. Ça, c'était pour s'équiper. Le dernier point pour bien faire un projet créatif, c'est
l'organisation, c'est la clé du succès. Donc, en partant de votre but qui est circonscrit dans le temps, vous devez déterminer les étapes qui sont essentielles à votre projet. Et vous allez voir en fait que ces étapes-là sont souvent similaires, peu importe le média. Je vous ai mis ici les idées que j'ai d'étapes quand moi je travaille avec un côté plus visuel. Je vais vous faire l'exemple après pour les romans, par exemple. Donc, la première chose, si je vais dans un projet, disons, visuel, je vais me faire un brainstorming. Quelles sont les idées les plus importantes que j'ai en ce moment qui pourraient être mises à profit? Par exemple, si j'ai un Comic-Con l'été prochain, je sais qu'il y a certains personnages qui sont très, très populaires. Donc, je vais me faire une liste de personnages que les gens aiment beaucoup. Puis ça va être des inspirations, par exemple, pour faire une œuvre qui est reliée à ce monde-là ou ce personnage-là. Donc, ça va brainstormer. Juste des idées. Puis là, après ça, je vais me dire, c'est lequel projet qui me tente le plus? Vous allez quand même un petit peu avec le feeling. La deuxième étape que je vais suivre, moi, ça va être la recherche, l'inspiration. Il y en a qui aiment ça se lancer et tout créer eux-mêmes. J'étais comme ça pendant un bon bout de temps, puis là, j'ai réalisé que j'avais pas assez de connaissances dans mon data brain, dans mon database de mon cerveau, si on veut. Le data brain, c'est bon ça, pour être capable de créer complètement. Fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, c'est parce qu'il faut que j'aille chercher des références. Donc là, pour les références, tu peux aller sur Pinterest. Vous connaissez tous Pinterest, hein, j'imagine. Pinterest. Puis là, tu peux te chercher, je sais pas, si tu veux dessiner des animaux, là. Bon, moi, ça paraît que j'aime les animaux, là. Mettons que tu aimes les chevaux. Cheval, OK? Puis là, tu vas te chercher... Oups! Je veux pas cheval dessin nécessairement, en tout cas. Vous pouvez regarder des dessins, vous pouvez regarder des vrais chevaux. Vraiment, comme Pinterest, c'est une belle place pour trouver toutes sortes d'idées. Puis cette recherche-là est importante, non seulement pour avoir un modèle réaliste. Si vous peignez d'après modèle, vous avez besoin d'un visage, vous avez besoin d'un animal à peindre, mais aussi pour avoir parfois des idées inspirantes de style. Puis là, ça va vous donner des idées de couleurs aussi. Donc ça fait partie de, comme disait le principe d'alimentation, vous vous alimentez de tout ce qui existe par rapport à votre sujet pour mettre ça dans votre cerveau, puis être capable de créer à partir de ça. Attention, je ne parle pas de copie, là. Je parle vraiment d'aller chercher. Qui fait de la référence ici? Wow, Naruto, oui, on a reconnu Naruto. Merci à tous ces geeks qui ont reconnu le renard à 9 queues sur ma photo. Est-ce qu'il y en a d'autres qui font de la recherche, qui font une recherche de référence en commençant leur travail? Je suis curieuse. Écrivez-moi référence si vous en cherchez avant de le faire. La prochaine étape, ben, ça va être les essais, l'expérimentation. Je vous l'ai dit, se planifier un temps d'essai, c'est essentiel à votre réussite parce que c'est un moment où vous n'avez pas d'attente. Vous allez simplement l'essayer, okay, sans avoir peur de rater. Et ça va vous permettre de gagner en compétences à un point exceptionnel. Et quand vous passez à la phase suivante, qui est la production, ça va comme sur des roulettes. À ce moment-là, la production va très, très bien. Référence, oui, j'en ai quelques-uns qui cherchent des références, c'est très bien, super. Et finalement, ben, amélioration, c'est une boucle continue. Donc, vous faites vos essais, vous faites votre production. Si la production ne marche pas, ben, vous revenez à l'essai, vous en faites d'autres, vous recommencez la production, puis c'est une espèce de boucle comme ça. Ça va vraiment bien fonctionner pour tous les projets de type visuel, même fabrication, je pense qu'ébénisterie, joaillerie, c'est un petit peu la même chose. Rapidement, pour France Dubois, j'ai fait plein de recherches sur Pinterest et même sur Facebook, parfois et Google. Oui, tout à fait. Pauline, j'ai souvent tendance à copier pour m'exercer. Heureusement, je ne vais pas plus loin. Oui, mais ça peut être bien parfois de faire des exercices de copie. Il faut être capable d'en prendre sa distance aussi à un certain moment dans votre processus créatif pour avoir votre propre autonomie. Puis je vous encourage toujours à amener votre touche personnelle. C'était vraiment le côté créatif. Je voudrais faire aussi un petit... Rapidement, là, si supposons que le projet était plus au niveau du roman, parce que je pense qu'on a plusieurs écrivains parmi nous. Si j'ai des écrivains, écrivez-moi écrivain, s'il vous plaît, dans le chat. Pour les écrivains, en fait, ben, il va y avoir le plan en premier. Moi, j'aimerais, par exemple, faire un plan, ben, non, peut-être pas le plan, je commencerai par les personnages, me dire c'est qui fait quoi. Après ça, j'aurais des idées de scène. J'y vais plus de manière organique, là, où est-ce que je suis, dans quel environnement, c'est quoi le feeling, puis j'écrirai mes idées de scène. Après ça, j'irai dans le plan. Et puis là, après ça, j'irai dans décortiquer le travail en sections, écrire le chapitre 1. Il y en a qui vont écrire de manière non linéaire. Il y en a qui vont aussi écrire des scènes par-ci par-là, qui vont mettre ça bout à bout. Donc, qui qu'on a d'autres? J'ai fait plein de recherches, c'est la même chose. Donc, pour le roman, ça serait ça, de s'organiser, de dire, OK, là, je travaille sur mon chapitre 1.
Et là, vous avez souvent une première itération, vous allez produire, par exemple, un texte, mais dans ce texte-là, ben, ça va peut-être pas être très à point. C'est normal, c'est le premier jet. Puis après ça, on le laisse reposer. On peut travailler sur autre chose, sur les actions d'une autre partie, sur l'écriture d'une autre partie. Puis quand vous revenez, là, vous commencez à retravailler et à corriger vos fautes, à réagencer. C'est vraiment un processus qui est plus itératif pour les écrivains. Je pense que ça mériterait son propre atelier à un moment donné. Si on a des écrivains, encore une fois, écrivez-moi écrivain dans le chat, puis je saurai que ça vous intéresserait d'avoir ça en Emmanuel, tu proposes quoi pour s'exercer comme papier? Ben, en fait, ça va vraiment dépendre de votre médium. Si c'est à l'aquarelle, ben moi, à un moment donné, je me suis dit, OK, mon papier d'aquarelle, il y en a que je vais gaspiller. C'est la vie. Donc, je fais directement sur le papier. Pour les toiles ou l'acrylique, ben, plutôt que prendre une toile qui est assez dispendieuse, moi, des fois, je le fais sur bois. Juste sur un bout de bois. Comme ça, je l'essaye, je fais de quoi. Puis là, si je suis pas contente, je le refais par-dessus. Puis là, ça finit par faire bien la texture. Puis c'est le fun. Fait que ça peut être ça. Pour tout ce qui est marqueur noir, tu proposes quoi? Moi, j'ai toutes sortes de marqueurs que je ne vais plus vous présenter peut-être demain. Là. Juste des petits marqueurs fins comme ça pour faire vos contours. Puis des marqueurs parfois comme plus épais aussi. Les Copic markers, ils sont le fun, mais moi, j'achète ceux qui sont no-name parce que les Copic sont pas mal chers. Mais je vous parlerai peut-être un petit peu plus du côté technique demain, OK? Parce que là, je vais terminer avec l'organisation. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? S'entourer, c'est le dernier point que je voulais vous dire. Si votre projet est bien organisé, vous êtes prêt à le lancer, mais assurez-vous d'avoir le bon monde autour de vous. La première chose, un mentor, une inspiration, ça aide vraiment à aller plus loin. L'autre chose, c'est des communautés artistiques. Et là, en ce moment, vous êtes dans un groupe Facebook, donc vous êtes à la bonne place. C'est l'endroit pour s'exprimer. Notre groupe à nous, c'est un groupe d'exploration. Donc, on a le droit de faire des erreurs. Vous avez le droit de montrer vos choses lettres, mais vous le savez que vous allez recevoir un feedback. OK? En fait, vous pouvez le demander ou pas. Si vous voulez juste le dire, je suis super fière, donnez-moi pas de feedback, vous pouvez le dire. Si au contraire, vous en voulez un, vous pouvez le demander aussi. OK? Finalement, vos proches. Okay? Vos proches, ils ne devraient pas être là pour vous juger. Ils devraient être là juste pour vous aimer. Fait que si votre mari, il n'aime pas la peinture, ben dites-lui, chérie, peu importe ce que tu penses, dis-moi que c'est beau, OK? Votre mari est supposé vous encourager. Fait que, des fois, là, c'est pas dans vos proches qu'il faut demander l'approbation artistique, donnez-la à vous-même, OK? Puis ayez vos proches juste pour qu'ils vous aiment. Alors, vos devoirs pour cette partie-là, téléchargez votre guide de l'artiste si ce n'est pas déjà fait. Vous allez avoir quand même une idée assez structurée pour faire vos 4 étapes. Pensez à votre projet, trouvez où vous former, comment vous équiper, puis planifier votre projet. Quand ça va être fait, postez sur le groupe votre idée de projet. Je vous donne aussi le devoir d'explorer la plateforme Skillshare. Je vous le répète, c'est gratuit pour 2 mois grâce au lien que je vous envoie. Si vous aimez l'atelier, puis vous vous inscrivez sur Skillshare, moi, ça me fait une petite commission. Donc, c'est une façon de me dire que vous appréciez aussi l'atelier sans que ça vous en coûte quoi que ce soit. Et vous allez découvrir des très, très beaux cours dessus, là, je vous le dis. C'est une très belle plateforme. Donc, on arrive à la dernière partie de l'atelier, puis il en reste pour un 5-6 minutes maximum. C'est une partie qui est justement un petit peu plus philosophique, si on veut. Faites de la place à l'art dans votre vie. Parce que l'art, on en a parlé au début, est-ce que l'art, c'est utile? Merci Emmanuel, c'est super. J'apprécie vraiment qu'il y en ait qui en parlent sur Skillshare. C'est très apprécié. Merci. Donc, l'art, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est utile? Et j'avais la discussion avec un ami dans un souper, puis il me dit non, mais tu comprends pas, si mon auto a brise, je vais aller chez le mécanicien, puis je vais pas m'acheter d'art. Je suis comme OK. C'est quoi l'importance de l'art? Puis l'art, en fait, ma façon de voir, c'est que c'est vraiment une thérapie. L'art est là pour toi, oui, mais l'art est là pour les autres aussi. Comme créateur, quand on offre notre art au reste du monde, on permet au reste du monde de le consommer puis de mettre de la beauté dans sa tête. Puis particulièrement pendant les temps difficiles, c'est très, très important. En ce moment, on le vit, il y en a beaucoup qui sont isolés à la maison. Il y en a qui ont perdu leurs emplois, il y en a qui l'ont pas perdu, mais qui ont des craintes au futur. Il y en a qui sont malades aussi. L'art, ça peut faire du bien à ces gens-là. Donc, si eux, ils en font, mais si vous, vous en faites, puis que vous l'offrez à voir, ça aide aussi ces gens-là. Je pense que l'art a vraiment une signification qui peut être importante. Puis c'est un petit peu mon mot de la fin. J'aimerais ça que vous preniez un temps de réfléchir, c'est quoi la signification de l'art pour vous, votre signification personnelle.
spirituelle aussi, puis relationnelle. L'art, ça permet d'entrer en relation avec les autres, entre autres, avec soi. Pour moi, l'art a une dimension spirituelle parce que c'est calmant, ça vous déstresse, ça vous permet de vous connecter à vous-même, ça vous permet de ressentir la nature, de ressentir le plus grand. Mais ça, chacun a sa définition. Donc, prenez le temps de la chercher.